de la promenade des Anglais au sud des Pouilles. Embarquez avec nous pour un nouveau road trip. Devant nous, plus de 1000 km d'histoire, de saveurs et de paysages. Notre road trip va nous emmener dans le talon de la botte italienne. Les Pouilles. Ce sera en septembre-octobre, période idéale où les grosses chaleurs sont finies et où le mauvais temps de l'automne n'est pas encore installé. Mais avant d'atteindre le talon de la botte, impossible de ne pas s'arrêter en Toscane. Avec ses cyprès alignés, ses collines dorées des crêtes siennoises, c'est un paradis pour tout voyageur en quête de poésie. En arrivant en Ombrie, on fait une pause sur le lac de Trasimène. On y visite le Campo del Sol, surprenante sculpture géante composée d'une trentaine de colonnes positionnées en spirale qui nous emmène à une table centrale solaire. Le lac possède 3 petites îles, qu'on peut rejoindre par des navettes. 2 sont visitables, la 3e est privée. Il est célèbre pour la bataille de Trasimène, 217 avant Jésus-Christ, qui vit Hannibal infliger une terrible défaite à l'armée romaine du consul Flaminius qui le poursuivait. De là, on rejoint l'Adriatique sur un spot superbe pour la nuit à Colonna Spiaggia. On y passera une nuit calme, directement posée sur la plage. Un spot magnifique et désert hors saison. On aura en prime un magnifique lever de soleil le matin. On répare vers le sud en faisant un crochet à l'abbaye de San Giovanni in Venere. Son nom, Vénéré, vient de Vénus. En effet, cette abbaye serait construite sur les restes d'un temple romain dédié à la déesse. Elle est un mélange unique de style roman et gothique. Si vous y êtes pour le solstice d'été, le soleil viendra illuminer l'autel directement en passant par la porte. Ne pas oublier de visiter la crypte. En bas, la côte des Trabocchi. Ces araignées de bois suspendues au-dessus des flots nous guident vers le sud. Ce sont des cabanes de pêcheurs hissées sur de frêles pilotis au-dessus des flots et reliées à la terre ferme par des passerelles de bois branlantes. Beaucoup sont aujourd'hui transformés en restaurants. Une nouvelle nuit dans un lieu inhabituel. Un ranch. Aux portes de Bari, seuls les chevaux nous accueilleront, le restaurant étant fermé hors saison. Et voilà, nous y sommes. Bari, le cœur des Pouilles. Entre le parfum de la focaccia chaude et les mains agiles des dames qui préparent les orecchiettes dans la rue, Bari est la porte du sud.
Nous voilà dans la Strada Arcobasso, plus connue sous le nom de Strada delle Orecchiette. Les femmes du quartier, le nonné, s'installent devant chez elles, sur des tables en bois, pour façonner les pâtes à la main, sous les yeux des passants. On se perdra dans les ruelles typiques de la vieille ville. Au cœur de la vieille ville de Bari se dresse un chef-d'œuvre du XIIe siècle, la cathédrale de San Sabino. En pénétrant dans la crypte, nous changeons d'atmosphère. C'est ici que reposent les reliques de Saint Sabin, qui fut le saint patron de Bari, bien avant l'arrivée de Saint Nicolas. Ne manquez pas la célèbre icône de la Madone d'Odigitria, celle qui montre le chemin, une œuvre byzantine profondément vénérée par les habitants. Mais le plus fascinant se cache sous nos pieds. Les fouilles ont révélé une zone archéologique incroyable, les vestiges d'une basilique paléochrétienne, remontant au 5e siècle. On peut encore y admirer des mosaïques byzantines aux détails intacts, posées sur les traces d'anciennes routes romaines. Nous voilà dans le musée diocésain de Bari. Sa pièce maîtresse est les Exultae. Ce sont des rouleaux liturgiques médiévaux, 10e, 11e siècle, en parchemin, utilisés lors de la veillée pascale. Dans ces rouleaux, les images sont dessinées à l'envers par rapport au texte. Pendant que le diacre chantait le texte en haut de la chaire, il laissait dérouler le parchemin vers les fidèles. Ainsi, le peuple, qui ne comprenait pas toujours le latin, pouvait voir les illustrations à l'endroit au fur et à mesure de la lecture. Un peu plus bas sur la côte, on s'arrête au pied de l'abbatiale de San Vito, qui par chance, était ouverte pour la messe. Cette abbatiale fortifiée est une propriété privée et n'ouvre que très rarement pour des fêtes religieuses. Ses murs surplombent les eaux turquoises de l'Adriatique. Monopoli est une ville côtière animée, célèbre pour son port de pêche aux barques bleues et rouges, les Gosies. Le centre historique est un dédale de ruelles blanches qui débouchent sur des places ensoleillées et des églises baroques. À ne pas manquer,
le château de Charles Quint, qui surveille l'entrée du port, et la cathédrale Maria Santissima della Madia avec son mur d'icônes monumentales. Préparez-vous à un choc visuel. Bienvenue à Polignano a Mar, une cité spectaculaire littéralement suspendue au-dessus de l'Adriatique, la plage de Lama Monachile. Cette petite crique de galets, enserrée entre deux parois rocheuses, offre un décor de carte postale mondialement connu. On repart à l'intérieur des terres vers Alberobello et ses célèbres trulli. On s'y installe pour 2 nuits. Le comte de Conversano, qui possédait ces terres, avait ordonné aux paysans de construire leurs maisons uniquement avec des pierres ramassées dans les champs, sans utiliser de ciment ni de mortier. Le but. Si l'inspecteur du roi arrivait pour percevoir la taxe, les paysans devaient pouvoir démolir leur maison en quelques minutes en tirant sur une pierre maîtresse. Une maison en miettes n'est pas une maison imposable. Une fois l'inspecteur reparti, il reconstruisait tout simplement le trulot. Une architecture unique, des murs très épais pour garder la chaleur l'hiver et le frais l'été. Le toit est formé de 2 couches de pierre uniquement tenues par pression. Enfin au sommet, des formes décoratives étaient la signature du maître maçon. C'était aussi une indication sur le statut des habitants du trulot. Regardez bien les toits, ces signes blancs tracés à la chaux sont bien plus que de simples décorations. C'est un langage muet vieux de plusieurs siècles. On y trouve des symboles chrétiens comme le monogramme du Christ ou le cœur percé pour appeler la protection divine sur la famille. Mais les plus fascinants sont les signes païens et astronomiques, des soleils, des lunes, des étoiles, hérités des cultes antiques pour favoriser les récoltes ou chasser le mauvais œil. Certains disent même que ces toits sont des boussoles spirituelles reliant la terre calcaire au ciel des Pouilles. À Alberobello, chaque maison raconte une prière, un secret, une histoire. Le temps de laisser partir les foules et on découvre une cité de contes de fées, seule ou presque, sous la lune.
On quitte la côte pour s'enfoncer dans les terres au cœur de la vallée d'Itria. Voici Locorotondo, le lieu rond, un balcon blanc posé sur la colline, où chaque ruelle est un jardin fleuri. Martina Franca ne ressemble pas aux autres villes blanches, comme Locorotondo, car elle est beaucoup plus ornée. En vous promenant, levez les yeux. Les ruelles sont bordées de palais du XVIIIe siècle avec des balcons en fer forgé bombé et des portails sculptés. Le blanc de la chaux des maisons simples se mélange au calcaire doré et sculpté des églises et des palais baroques. Une nuit à la Massoria la Béthune, où Vito nous fera visiter sa propriété mêlant olivier centenaire et figuier. Un accueil extraordinaire. Bienvenue dans l'un des lieux les plus photographiés d'Italie, la grotte de la Poésie. Ce bassin naturel à l'eau d'une clarté incroyable, communique directement avec la mer grâce à un canal souterrain. Mais d'où vient ce nom si romantique? La légende raconte qu'une princesse d'une beauté éblouissante aimait s'y baigner, attirant des poètes du monde entier venus composer des vers en son honneur. Une explication plus historique lie cependant ce nom au terme grec médiéval posia, signifiant « source d'eau douce », car une source coulait autrefois à l'intérieur de la grotte. Ostuni. Est surnommé la Città Bianca. Son centre historique est un labyrinthe de ruelles, d'escaliers et d'arches. Au Moyen Âge, on peignait les façades à la chaux pour apporter de la luminosité dans les rues étroites, mais surtout pour lutter contre les épidémies, comme la peste. La chaux étant un désinfectant naturel. L'intérieur de la cathédrale Santa Maria Assunta d'Ostuni offre un contraste saisissant avec la simplicité blanche de l'extérieur. C'est un mélange fascinant de styles gothique, roman et baroque. Le regard est immédiatement attiré vers le haut. Contrairement à beaucoup d'églises gothiques, le plafond ici est plat et entièrement décoré de superbes toiles du XVIIIe siècle. Elles illustrent des scènes de la vie du Christ et de saint Oronzo, le protecteur de la ville.
Bienvenue à Otrante, à la pointe extrême de la botte italienne. Cette cité fortifiée, gardienne de l'Adriatique, cache entre ses murs de pierre et son château l'un des trésors les plus fascinants des Pouilles. On se pose Punta Cassano pour une randonnée le long de la côte. L'eau turquoise et cristalline est une invitation à la baignade. On continue au plus près de la côte. Celle-ci conserve encore comme souvent en Méditerranée ses tours de guet qui surveillaient les invasions par la mer. Bienvenue à Gallipoli, dont le nom grec Calipoli, la belle ville, n'est pas usurpée. Perle du Salento, elle offre un spectacle unique où l'histoire rencontre les eaux cristallines de l'Adriatique. Quittons les Pouilles pour entrer en Basilicate et découvrir Matera, une ville hors du commun. L'une des plus anciennes cités au monde, elle est célèbre pour ses sassis, ses quartiers de grottes creusées à même la roche. Jusqu'aux années 1950, les habitants vivaient ici dans des conditions précaires, partageant souvent leur espace avec leurs animaux.
La Casa Grotta est une reconstitution fidèle qui nous plonge dans le quotidien de l'époque, avec ses outils et son mobilier d'origine. La traversée du pont tibétain mène à une randonnée sur la colline d'en face. De là-bas, la vue sur Matera est spectaculaire, une image immortalisée dans de nombreux films comme James Bond, Mourir peut attendre ou La Passion du Christ. Partons pour une immersion dans l'histoire antique à Éléa. Cette cité grecque, que les Romains rebaptiseront plus tard Velia, s'étend majestueusement du rivage jusqu'au sommet de sa colline, où veille encore l'acropole. C'est ici qu'est née l'école éléatique, l'un des piliers de notre culture. En arpentant ces sentiers, vous marchez dans les pas de géants comme Zénon ou Parménide. C'est ici même que ce dernier a posé les bases de la logique occidentale avec sa célèbre sentence. L'être est, et le non-être n'est pas, à méditer. Un peu d'adrénaline. On s'arrête au Ponte alla Luna à Sasso di Castalda, l'un des ponts tibétains les plus impressionnants d'Italie. Son nom est un hommage à Rocco Petrone, un ingénieur de la NASA dont les parents étaient originaires de ce village. Le premier pont est un pont d'échauffement. Il mesure 95 mètres de long et est suspendu à 30 mètres de hauteur. Il permet de s'habituer à la sensation de vide. Un sentier de liaison mène au pont vers la Lune, c'est le défi ultime. Une seule portée de 300 mètres de long, suspendue à 120 mètres au-dessus du vide. La vue sur le village et les montagnes environnantes est superbe. Pour la nuit, on s'arrête tout près de la Satriano di Lucania. C'est un musée à ciel ouvert. On y dénombre plus de 150 fresques peintes sur les murs des maisons, des églises et des bâtiments publics. Chaque ruelle nous raconte une légende, un métier disparu ou un secret de famille à travers des fresques monumentales qui ont transformé ce village en une galerie d'art à ciel ouvert.
Visite au site archéologique de Paestum. C'est l'un des sites les plus impressionnants d'Italie. Il possède encore 3 temples grecs. Ce sont parmi les mieux conservés au monde. Il y a le temple de Héra, le plus ancien, celui de Neptune, le plus massif et intact, et celui d'Athéna, situé sur le point le plus haut. Il faut y passer un peu de temps dans les pas des philosophes grecs. On termine cette première étape avec une nuit magique et un spot magnifique sur la plage de Licinella Tor di Paestum. À très vite pour le retour vers Nice, passant par Pompéi, les sources d'eau chaude, et plus encore.